Ben voilà, bienvenue Johan pour cette première interview ici en hors-série des émissions du Bistrot. Merci. Donc ici tu es photographe de voyage, tu fais cette année tes 10 ans de justement photographe de voyage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Alors, donc je m'appelle Johan Lelos, j'ai 35 ans. J'ai pas étudié la photo, j'ai étudié la com et les relations publiques à l'IEX à Bruxelles. Et comme tu l'as dit, ça fait 10 ans. Alors, je suis pas tout à fait sûr si je pars sur 2013 ou 2014 pour le vrai début. Donc, on va dire entre les deux. Donc, ouais, je suis à 9 ans et demi, 10 ans de carrière là, 10 ans de photo de voyage. Mais tes vrais débuts, on a un point en commun, mais toi tu ne le sais pas, c'est qu'on a tous les deux commencé par les festivals de musique. Allez, et toi ok. justement, tu as Ouais. commencé avec, du coup, avec l'IEX, etc. En fouinant un petit peu, j'ai vu que c'est là que tu avais acheté ton premier appareil, que ça t'a un petit peu ouvert l'esprit de la photo Ouais. et que tu as commencé avec les festivals de musique. C'est ça, ouais. En tout cas, c'est ça qui m'a clairement professionnalisé, qui m'a donné le goût au métier. J'avais déjà, en fait, la photo, elle m'accompagne depuis tout petit. Des appareils argentiques, des appareils jetables. Déjà, quand j'avais 5-6 ans, je prenais des photos de famille. Donc, depuis tout petit, je fais des photos. Et puis, quand j'étais ado, j'avais ces premiers compacts numériques. Je crois que le tout premier, je l'avais acheté chez Aldi, pour te dire. Tu vois, un truc, je devais avoir 14 ans. Et voilà, c'était mon petit cadeau. Et puis, je suis passé chez Canon, chez Pana. Enfin, j'ai eu tous les petits compacts numériques qui existaient, qui étaient un peu hype à l'époque quand j'étais ado. Et puis, effectivement, avec l'IEX, c'est là que je me suis professionnalisé, que j'ai acheté mon premier réflexe. Et en fait, ces festivals, via le blog que j'avais créé, Belgian Music Festivals, m'a vraiment amené dans l'industrie, quoi. C'est-à-dire que j'avais accès à des backstage, à des frontstage. Je devais vraiment shooter des concerts et des festivals pour... alors, pas des clients, c'était jamais rémunéré, c'était une ASBL et j'avais juste... En fait, j'étais super content déjà d'avoir accès au festival gratos, de boire et de manger à l'œil et de juste faire des photos de concerts. J'étais super fan de musique à l'époque. Et ouais, en fait, ça m'a donné goût au métier, quoi. Alors, du coup, ensuite, moi, je te montre cette photo-ci. Est-ce que tu sais ce que c'est cette photo-là? Ouais, bien sûr. Je me demande même comment est-ce que tu as été repéré et prendre vraiment ces éléments clés, en fait, de ma carrière. Ça, c'est en Tasmanie, 2014, janvier 2014. C'était mon tout premier vrai voyage dans l'Australie. Donc, en fait, il faut savoir qu'en 2013, j'ai été diplômé de l'IEX. Et 2 mois plus tard, je partais en Australie avec un billet aller simple, sans du tout savoir quand j'allais revenir. Et donc, je comptais y rester 1 an avec ce permis vacances-travail. J'ai d'abord passé 3 mois à Melbourne, histoire de me faire la main et essayer de trouver un petit job, etc. Et puis, c'est seulement à partir de janvier, donc 3 mois plus tard, que j'ai commencé à voyager. Et la Tasmanie, c'était mon tout premier voyage en Australie. Et donc là, j'étais avec un pote et on a fait 3 semaines d'autostop en Tasmanie. Et c'était un peu mes premiers feelings avec la photo de voyage, quoi. J'avais jamais fait ça avant. Hein. C'est ta toute première photo sur Instagram. Sérieux? Sur ton compte. Ah bah tu vois, écoute, et c'est marrant parce que, on pourra en parler longuement après, mais donc on revient aux histoires de 10 ans. Enfin, je t'expliquerai peut-être le projet sur lequel je bosse. Donc je suis en train de bosser pour le moment, genre encore ce matin et hier, j'étais là-dessus, sur un pitch deck à envoyer à différents sponsors. Et alors j'explique un peu la genèse et l'historique de ma carrière. Et j'explique notamment qu'effectivement, janvier 2014, je commence à poster des photos avec des réflexes, enfin des photos prises au réflexe sur Instagram, alors que j'étais inscrit sur Instagram depuis 2010, quoi, déjà. Ouais. Mais ouais, c'était donc voilà, je suis ravi de voir que c'est celle-là. Bah justement, tu es parti en Australie et puis aussi en Nouvelle-Zélande. J'ai bien compris, tu as fait un bon arrêt à Wanaka, où là, tu as vraiment fait beaucoup de photos de voyage. En fait, quel était le but de ce voyage à la base? Est-ce que c'était un voyage que tu tournais vers la photo ou est-ce que ton but c'était de voyager pour te faire une expérience et la photo a été en plus sur place, tu t'es dit ok, j'ai des opportunités. Intéressante comme question parce que j'avais 25 ans quand je suis parti en Australie et j'avais absolument... Alors oui, j'aimais la photo, je t'ai dit, et ça a toujours fait partie de ma vie. J'avais déjà du bon matos. Je suis parti en Australie avec du bon matos, mais pas du tout dans une finalité de devenir photographe. Pas dans une finalité de prendre des photos, c'était dans une finalité de voyager. En fait, à 25 ans, c'est ce que j'explique un peu quand je donne des conférences, c'est que j'avais encore jamais quitté l'Europe de ma vie. Mais je passais mes heures libres à bouquiner, à lire des romans de voyageurs. Notamment, il y avait un roman en fait qui m'a... J'étais en stage à Paris en 2013, juste avant la fin de mes études. Et toutes mes soirées, je les passais à lire ce bouquin qui s'appelle « Le Tour du monde en stop ». De Ludovic Hublet. Et donc, ce mec a voyagé en stop à travers le monde pendant 5 ans. Le tour du monde en stop. Je trouve ça, encore maintenant, quand je le lis, je trouve ça hallucinant comme truc. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, dès que j'ai mon diplôme en main,
Je pars, je ne sais pas pour combien de temps. D'ailleurs, l'idée, c'est que je partais en Australie et j'ai dit à tous mes potes, à ma famille, adios, je ne sais pas du tout quand je reviens, peut-être dans 10 ans. J'étais en mode, je vais faire le tour du monde en stop aussi, quoi. C'était ça l'idée. Et donc, pas du tout la photo. Et puis, et donc, comment est-ce que la photo est venue dans tout ça? Je t'ai dit, je suis quand même parti avec du matos. Alors, très léger, hein, j'avais juste, je crois que je suis parti avec 2 ou 3 objectifs et un full frame. C'était les full frame légers, c'était le D600 à l'époque, Nikon D600, qui était pas la grosse bête, mais voilà, c'était resté dans un kit léger. Et en fait, très vite en Australie, peut-être mauvais choix, hein, j'aurais peut-être dû partir en Inde ou en Thaïlande, j'en sais rien, mais en Australie, tout est cher. Et en fait, moi, je suis parti avec un budget de 7 000 € en me disant 7 000 € ça doit durer des années, tu vois. Et en fait, très vite, je me dis, putain, mais ça va jamais tenir, quoi, c'est impossible. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot, j'y arrivais pas. Et puis, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution pour voyager à moindre frais, voire peut-être gratuitement. Et en fait, en observant un peu ce qui se faisait, Instagram était vraiment… tout le monde parlait d'Instagram. C'était vraiment le tout début d'Instagram. Ça existait depuis 3-4 ans, mais Facebook venait de le racheter. Et voilà, il y avait un truc qui commençait à se passer sur Instagram. Et donc, j'analysais. Et en fait, en Australie, c'est un peu les pionniers de l'influence, du marketing d'influence. On ne parlait pas encore d'influenceurs, on ne parlait pas de marketing d'influence. On parlait d'Instagrammeurs. Enfin non, en fait, le mot Instagrammeur est né en Australie. Et il y a une meuf qui s'appelle Lauren Bath, qui est australienne, qui commençait à vivre de ça, quoi, de ses photos de voyage. La meuf était chef cuistot. Elle a tout quitté en 2014. Et elle s'est dit, maintenant, c'est terminé. Je vais bosser avec des offices de tourisme locaux, australiens. Je vais faire la promotion de mon pays et je vais être payé pour ça. Et moi, comme un gosse, quoi, je me dis, OK, j'ai étudié la com, j'ai fait mon mémoire sur les réseaux sociaux, je sais faire des photos et je suis en Australie. Donc, tout est là, il faut que j'essaye, quoi. Et c'est comme ça que je me suis essayé. Et voilà, le pari a réussi, quoi. Et c'est un peu du contenu pour des gens là. Alors sur place au début, ça se passait comment? Comment est-ce que tu as réussi, on va dire justement, à te faire rémunérer une fois que tu étais sur place, vu que c'est pas ton objectif principal? Ouais, c'était pas du tout mon objectif principal. Alors, donc 3 mois à Melbourne où là, j'étais pas payé, je galérais. En fait, j'ai été prendre sur mes économies. Et puis j'ai voyagé 3 mois à travers l'Australie sud et ouest, où là, je n'étais pas payé non plus, mais par contre, j'étais sponsorisé. Donc, grâce à des échanges de bons procédés, j'avais eu accès à tout ce que tu peux avoir pour voyager. Ensuite, je me suis posé à Darwin, au nord de l'Australie, où je suis resté 4 mois là-bas, et là, j'ai fait du volontariat. Donc, pareil, hébergé, nourri, blanchi, mais je n'étais pas payé. Par contre, mes heures de volontariat, c'était seulement le matin, et donc l'après-midi, j'avais du temps libre pour commencer un peu à me focus sur mon business de photo qui était en train de se lancer. Et donc, à l'époque, qu'est-ce que je faisais pour gagner ma vie? En tout cas, pour essayer d'économiser un peu, je faisais des sites internet pour des business locaux à Darwin et je faisais des photoshoots pour des business locaux. Donc, typiquement, une prof de yoga qui se lançait à Darwin avait besoin d'un photoshoot ou un magasin, une boutique de vêtements quoi, qui avait besoin de photos. Enfin, elle a besoin d'un site et aussi de photos pour sa boutique en ligne. Enfin, des petits trucs en fait qui ne payaient pas de mine, mais qui me permettaient de mettre 1000 ou 2000 balles de côté pour arriver en fait en Nouvelle-Zélande. Et là, il fallait que j'achète une bagnole, etc. Donc voilà, ça a été vraiment un chemin de longue haleine où pendant en fait 1 an et demi de voyage, j'ai pas vraiment gagné ma vie. Et les vrais premiers contrats de photos sont arrivés à Wanaka en mars 2015, donc 1 an et demi plus tard, quoi. Ouais, là je vais partager quelques photos du coup de tes premiers. Enfin, là c'est vraiment un mix au début de tes photos de voyage, des photos plus emblématiques, des photos, donc des photos quand même assez connues pour les gens qui te suivent. Et alors, moi après, je ferai un petit parallèle justement sur ces photos-là et le style de photo à ce moment-là. Ok. Pour en venir au dernier voyage que tu viens de faire. Là, ça, plus que la photo, c'est les souvenirs en fait. Et il y a plein de choses. Franchement, vas-y à mort et moi je réagis. Ben voilà, oui, donc ça c'est une des photos quand on arrive sur ton site et elle revient ailleurs aussi, je pense. Vas-y, mais en tout cas, c'est la première photo qui apparaît sur le site. Ouais, il me semblait bien, c'est ça. Et alors, cette photo-ci, je pense que c'est ça que tu parlais dans une de tes vidéos, je ne saurais plus dire laquelle. Yes. Mais où tu expliquais qu'en fait, là, je pense que ça, c'était une représentation justement d'Instagram. Ouais, donc en fait, j'étais là avec Chris Burkhardt, qui est un grand photographe et qui a commencé sur Instagram aussi. Et j'expliquais notamment qu'on a fait un photoshoot ensemble à Wanaka à ce moment-là. Et que du coup, on était 2, on était 5 photographes parce qu'il y avait ses assistants, bref. Et une des photos qu'il a prises, et donc là, en l'occurrence, c'est pas moi dessus, c'était son assistant qui pose. Mais à un moment donné, c'est moi qui pose pour lui. Et cette photo, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'elle a fini comme fond d'écran sur Apple dans une pub. Voilà. Et voilà, c'était juste pour la petite anecdote, quoi. Ouais.
Mais ouais, moi je vois ça, c'est Wanaka, c'est là où j'ai vécu 7 mois, ça me fait encore rêver. En soi, c'est plus le genre de photo que je ferais maintenant, même si je vois cette photo-là, je la trouve parfaite à tout point de vue. Et tu me remets au même endroit, je vais reprendre la même photo parce qu'il n'y a rien à faire, tu as envie de la prendre. Quoi. Enfin, c'est tellement un moment incroyable. Mais ouais, moi, enfin. D'un point de vue graphique, c'est magnifique aussi. Enfin, vraiment, justement, si on analyse l'image graphiquement, tout se détache bien. Tout se détache, puis tu as la ligne de neige, quoi. La neige qui venait de tomber, quoi, parce qu'on était en automne là, donc c'était vraiment. Les montagnes n'étaient pas du tout censées être enneigées. Enfin, ouais, non, moi, ça me rappelle tellement de souvenirs et je rêve d'être téléporté là maintenant, quoi. Ça, c'est clair. On va enchaîner avec cette photo-ci. Je sais que tu en as déjà parlé plusieurs fois. Et je trouve que l'histoire est assez chouette derrière, justement, sur l'envers de la photo de voyage. Ouais. Cette photo est inspirée d'un autre photographe, en tout cas d'une photo très emblématique d'un autre photographe. De Steve McCurry. Ouais. Qui a d'ailleurs popularisé cette région du monde en Birmanie et ses pêcheurs. Donc c'est au lac Inle en Birmanie. Alors moi, je t'avoue que j'ai été en Birmanie sans vraiment faire aucune recherche. J'y suis allé là avec ma copine, on avait l'opportunité d'y aller pendant 3 semaines et on y a été. Et puis en fait, c'est sur place vraiment en me disant « Ok, je vais faire un petit itinéraire. » Alors que j'étais sur place, je suis tombé sur cette photo de Steve McCurry. Je me disais « Ok, ouais, c'est ouf quoi, ces pêcheurs, la façon dont ils pêchent, il faut absolument que j'aille voir ça. » Et je me suis pas renseigné plus loin, quoi. C'est-à-dire que j'arrive au lac Inle. Là, j'avais un fixeur, un petit guide avec moi qui faisait aussi traducteur. Et d'entrée de jeu, quoi, je lui dis « Bon, il faut que j'aille voir les pêcheurs, quoi. » Et là, le mec me dit, non, mais les pêcheurs, en fait, ils n'existent plus, quoi. Il faut les payer. Ils doivent. Maintenant, les pêcheurs, en fait, ils sont plus chiés avec des trucs comme ça. Ils ont un bateau moteur et ils pêchent traditionnellement avec des filets. Et donc là, désillusion totale. Je lui dis, attends, mais ces photos-là, elles sont partout sur Internet. Steve McCurry l'a rendu populaire. Bon, je ne sais pas en quelle année. Je crois que c'est au début des années 2000 ou peut-être un peu avant qu'il avait pris ça. Donc, la photo avait un peu daté, forcément. Mais voilà. Qu'en est-il ? J'ai dû payer, donc le deal c'est pour que je vois absolument ces pêcheurs-là. J'ai dû payer, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je paye, est-ce que je paye pas? Et puis en fait, tu vois, après réflexion, je me suis dit, attends, mais finalement, quand je fais un shooting ici et que j'ai besoin d'un modèle ou autre, le modèle, le mannequin, il va être payé. Si je dois faire un shoot pour une marque et qu'il faut 1 ou 2 ou 3 figurants, ils vont être payés. Ici, en l'occurrence, je voulais cette photo un peu emblématique du lac Inle, donc il n'y avait pas de raison que je ne les paye pas. La deuxième raison un peu chouette, c'est que finalement, ok, nous occidentaux, on se dit un peu, c'est dommage que les traditions se perdent comme ça et que ces pêcheurs traditionnels ne pêchent plus de la sorte. Mais au final, qui est-on pour juger de leur qualité de vie et les moyens? Enfin, ici en l'occurrence, forcément, l'argent est arrivé, la Birmanie s'est ouverte au monde, les bateaux à moteur sont arrivés, les nouveaux moyens un peu plus traditionnels de pêche sont arrivés. Il n'y a pas de raison qu'ils restent bloqués dans l'ancien temps. Et ce qui est sympa aussi, c'est que finalement, 1 ou 2 heures de shoot comme on a pris là avec eux, honnêtement, je ne sais plus du tout combien je les ai payés, c'était il y a 4-5 ans, mais de ce qu'on m'a dit, c'était que finalement, c'était l'équivalent de au moins une journée de travail entier, quoi. Donc ça reste un business rentable aussi pour eux de se dire, ok, quand on n'a pas de clients photographes ou touristes qui veulent nous voir traditionnellement, on pêche, mais à côté de ça, on peut se faire un petit peu de bonus. Et ici en Belgique ou autre, personne ne cracherait sur de l'argent un peu bonus, donc. Tant que ça reste éthique comme ça, je suis vraiment pas contre. Maintenant, évidemment, il y a d'autres cas de figure où je suis vraiment contre le fait de payer les gens. Mais ici, en Birmanie, voilà, j'étais. Là, c'est chouette justement et même de l'assumer et de ne pas faire semblant que c'est. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Mais alors, du coup, donc, malgré que tu n'aies pas fait d'études de photographie et que certains, parfois, peut-être que tu as déjà parlé de ce sentiment d'illégitimité ou qu'on ait envie de te faire passer pour quelqu'un d'illégitime dans la profession, parce que tu n'as pas fait tes études là-dedans. Quand on voit ta bibliothèque, c'est indéniable, tu es fan de photographie et tu es passionné et donc tu as beaucoup de références photographiques que tu aimes, dont Steve McCurry. Yes. Aujourd'hui, tu te suis sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que le jour où il m'a suivi, j'hallucinais. Je sais même pas d'où c'est venu, quoi. Un jour, je me suis réveillé, j'ai vu ça. Chose marrante, c'est que j'ai eu l'occasion, donc j'ai été invité quand il a fait son expo à Bruxelles. Pareil, ça devait être en 2016, 2017. Je pense que c'était 2017. Il a fait une grande expo à Bruxelles. Et la presse m'avait invité à l'avant-première, une visite guidée privée pour la presse. Et donc j'avais été là.
Donc j'avais eu cette visite privée par Steve McCurry de son expo, déjà c'était ouf. Et j'avais demandé à la presse, à l'organisateur, à l'équipe com de McCurry, si je pouvais, en plus de ça, l'interviewer et faire un live Facebook. À l'époque, il n'y avait pas encore de live sur Instagram, il n'y avait pas de story. Ouais. Donc j'avais fait un live Facebook. Donc j'avais interviewé pendant 5-10 minutes. Déjà, j'étais ultra stressé, ultra paniqué. Et voilà, quelques années plus tard, je ne sais plus en quelle année, il a commencé à me suivre sur Instagram, complètement hallucinant. Alors, il like jamais aucune de mes photos, mais, voilà, au moins le symbole est chouette, parce que du coup, j'avais vu que dans une interview, je pense que c'était pour Wedia justement que tu avais parlé de cette photo-là. Mais alors du coup, quand je suis allé voir un petit peu sur ton compte, je voyais dans les personnes qui me suivaient, et je me suis dit, chouette, c'est plus symbolique parce que voilà. Il n'y a pas d'échange, ça reste une relation aux réseaux sociaux où on ne sait pas exactement ce que l'autre fait. Mais c'est chouette quand on signe de reconnaissance pour ton travail, je pense que c'est... non, vraiment, j'étais comme un gosse, quoi, ce jour-là. Tu étais là, donc tu es revenu il y a 1 mois de Mongolie, de ton dernier voyage. Du coup, comme je t'explique, j'ai eu la chance de voir une large sélection de tes photos, pas justement quelque chose de très écrémé pour les réseaux sociaux, comme on pourrait le voir ou dans un autre type de publication. Donc ça, c'était assez chouette. Et en fait, un des trucs que j'ai vraiment remarqué, du coup, dans ton style maintenant, en tout cas dans les photos que tu as sélectionnées là, que tu as gardées au final de toutes les photos que tu as faites, je pense que sur Instagram, tu parlais que tu avais d'abord fait un tri hors de 14 000 photos, tu en avais gardé d'abord 4 000 au premier tri, et puis tu réécrèmes par après, etc. C'est ça, ouais. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir une large sélection pour se dire, ok, oui, cette photo-là, elle est emblématique. Si on montre que cette photo-là, on se dit, ok, ça, c'est la carte postale. Mais à côté de ça, il y a de vrais moments de vie aussi. Bien sûr. Et là, justement, ce que je vois maintenant, c'est que tu photographies beaucoup plus de moments de vie, en tout cas que ce que j'ai pu voir sur les réseaux de ce que tu montrais avant, et beaucoup plus de portraits, d'aller vers on va dire la vérité des gens sur place, le vrai quotidien. Donc, je vais venir ici, voilà, c'est des moments de vie que tu as sur place, c'est des portraits. Avec des gens avec qui tu vis pendant ton voyage, c'est des gens qui t'aident pendant ton voyage parce que toi, tu ne connais pas forcément la vie là-bas. Donc, c'est vraiment de t'intéresser à l'autre au-delà de... Avant, c'était souvent mettre une silhouette dans un beau paysage pour s'identifier à cette personne-là. C'est ça, ouais. En fait, je suis vraiment passé de cette quête du hero shot, comme tu le décris, avec un personnage, avec vraiment le hero shot, le money shot, qui était Instagrammable à mort. C'est ça que les gens voulaient voir et toujours maintenant, j'imagine. C'est ça qui fait liker, c'est ça, voilà, c'est le hero shot. Où, effectivement, quand tu es dans un environnement, tu te dis, tu vas te créer toi-même un espèce de mindset où tu sais qu'à la fin de la journée, tu dois avoir au moins ce hero shot. Et donc, ça va être un melting pot de plein de choses. La lumière, la composition, les montagnes, même la couleur des vêtements. C'est tout, quoi. Tout doit être parfait. Et puis après, tu le postes et tu es très fier. Et voilà. Et en fait, très vite après, cette période de ma vie où j'étais vraiment en quête des hero shots, après quelques temps, je me suis vraiment posé... Enfin, c'est pas une question que je me suis posée, c'est venu naturellement, mais je me suis dit, c'est très bien de faire rêver les gens parce que c'était un peu le but et c'est ça, c'est le sentiment qui était créé en tout cas grâce à mes photos. En tout cas, c'est ce que les gens me disaient. Donc, j'étais très heureux de faire rêver les gens, mais moi, ça me suffisait plus, ça me contentait plus. J'avais vraiment envie j'ai envie de raconter des vraies histoires, quoi, et pas de finalement faire une scène de film ou une scène, tu vois. J'avais vraiment envie de raconter des histoires. Et donc, pour moi, la photo documentaire, elle a coulé de source suite à toutes les références aussi, tous les bouquins que j'ai commencé à acheter. En fait, je me suis très vite rendu compte que ce qui me parle toujours et avant tout, c'est la photo documentaire. Et donc, ce séjour en Mongolie, 3 semaines en Mongolie, dans le désert de Gobi et un peu dans la vallée de l'Orkhon, dans les steppes, c'était vraiment l'idée d'aller documenter. Donc, j'y allais pas du tout pour le paysage. Typiquement, cette photo-là, je l'ai prise, j'avais le chauffeur à côté, j'étais dans la bagnole, j'ai fait clic, 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 et hop, elle est sortie. Et bon, j'ai vu la scène, mais je ne me suis pas arrêté. C'était vraiment une photo pas du tout posée. Ça, c'est du paysage, mais c'est du documentaire aussi pour moi. Ça, c'est plus pour montrer les conditions de vie et ce que tu as vraiment vécu, quoi. C'est une photo qui est vraiment là. Ça illustre en fait l'environnement dans lequel je suis et elle vient ajouter une touche à du simple portrait, du simple... Enfin, pour moi, ça reste du documentaire, ça. Ouais. Donc, c'est pas une photo qui suffit à elle seule. Dans le contexte, dans l'ensemble des photos, c'est super intéressant, mais c'est pas ça que tu vas imprimer. Bien sûr, ouais, non, elle est importante dans une série. Dans le récit.
Mais effectivement, vu comme ça toute seule, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est assez banal finalement. Ouais. Il y a quelques photos que j'avais gardées parce que la lumière, je trouvais ça vraiment. Ouais, non, mais c'était des conditions. Intéressantes. Cette photo incroyable. Non, mais c'est des conditions de fou. Et donc, j'ai vraiment été en Mongolie avec un ami, Régis de Furneaux, qui est photographe documentaire et qui connaît très, très bien le pays et qui m'a proposé de l'accompagner avec vraiment cette idée d'aller documenter les derniers peuples nomades qui sont plus vraiment nomades, en fait. C'est des semi-nomades maintenant. C'est-à-dire que chaque hiver, comme je l'ai vécu, chaque hiver, ils ont leur camp de base. C'est toujours le même chaque hiver. Et par contre, l'été, alors, ils vont bouger avec leurs troupeaux. Okay. Dans le désert, dans les steppes, etc. Donc, ils sont devenus semi-nomades, mais ils disparaissent. Il y a une vraie migration vers la capitale parce que les conditions sont rudes, parce qu'ils ne gagnent plus assez, parce qu'ils pensent que en fait, la ville est devenue l'Eldorado. Et donc, de moins en moins d'agriculteurs, de nomades, de fermiers, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, d'éleveurs, quoi, tout simplement, décident de vivre cette vie de nomade parce qu'elle devient vraiment beaucoup trop compliquée. Et puis en fait, une fois qu'ils arrivent en ville, ils se rendent compte que c'est plus facile. Non, justement. Non, ils se rendent compte que la vie n'est pas plus simple. Oui, il y a plus de richesse, mais souvent les nomades, ils partent, ils viennent avec leur yourte en ville. Donc en fait, autour de la ville qui est Ulaanbaatar, et le centre-ville est vraiment une ville tout à fait moderne. Et puis tout autour, plutôt que ce soit la banlieue comme on la connaît dans nos villes ou dans les bidonvilles, c'est un espèce de bidonville mais de yourte, si tu veux. Okay, ouais. Et donc les gens, les nomades, n'ont pas le choix financièrement, pas d'autre choix que de s'installer dans ce bidonville de yourte où il n'y a pas spécialement d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, pas toujours, mais des fois ça arrive, mais pas toujours. Ils se chauffent au charbon et donc c'est Ulaanbaatar, la capitale la plus polluée du monde parce qu'en fait, chaque yourte individuelle tout autour de la ville se chauffe chacun au charbon et puis le centre-ville est chauffé au charbon grâce à des usines de charbon réparties 4 fois. Bref, c'est vraiment un enfer. Vraiment, moi, j'ai détesté cette ville. Et donc, c'était ça l'idée. C'était vraiment d'aller passer 3 semaines en Mongolie dans le but de documenter ce mode de vie qui est en train de disparaître, quoi. Ok, mais justement, une de mes questions, c'était comment est-ce que tu choisis tes sujets? Est-ce que, il t'arrive au cours de faire des photos où tu dis, je pars en voyage, cette région m'intéresse, je ne connais pas trop, je vais sur place et je vais découvrir sur place. Mais alors là, ici, c'est un voyage qui est vraiment plus réfléchi dès le début, dans le sens d'aller pour une raison et ramener un type de contenu en particulier aussi. Ouais. Donc, comment est-ce que tu choisis tes sujets exactement? Alors, ce voyage est réfléchi. Finalement, c'est le sujet qui est un peu venu à moi. En fait, Régis m'a appelé. Donc là, je suis parti début février. Régis m'a appelé fin décembre en disant « Est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais en Mongolie, il me reste une place, tu peux venir. » Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé de voir la Mongolie, mais déjà, je n'avais jamais pensé à la voir en hiver. Et je connaissais rien du mode de vie des éleveurs. Donc en fait, très vite, je lui ai dit, ok, dis-moi combien ça coûte, je viens. Peu importe, je suis trop chaud, je le fais. Et puis en fait, c'est vraiment une fois sur place que j'ai commencé à documenter ce qu'on me racontait. Parce que la problématique des nomades qui sont en train de disparaître petit à petit, je ne la connaissais pas en arrivant. Enfin, je l'ai appris peut-être la veille. C'était pas un sujet que j'avais étudié à la base. Mais voilà, j'ai juste tout simplement profité de cet accès. Parce qu'en fait, le plus difficile en photo documentaire et en photojournalisme, et en fait dans plein d'autres styles de photo aussi, le plus difficile toujours, c'est l'accès, c'est avoir accès. Et ici, en l'occurrence, on est parti avec une agence locale qui connaissait très bien les gens chez qui on allait. C'était leurs cousins, leurs amis d'enfance, leurs machins. Donc, on avait un accès privilégié, complètement unique. Et c'est grâce à cet accès, en fait, que j'ai réussi à faire des photos dont je suis ultra fier, qui racontent vraiment une réelle histoire, plutôt que j'aurais pu partir en Mongolie dans les mêmes conditions, sauf que j'aurais pu louer une voiture et aller un peu à l'aventure, comme j'ai toujours fait. Mais là, j'aurais pas eu de traducteur avec moi, j'aurais pas eu ces accès privilégiés chez les gens. Alors peut-être que j'aurais certainement pu être hébergé chez des gens, mais en échange de, soit il fallait payer sa nuit. On a quand même payé nos nuits, là, je dis pas qu'on n'a pas payé, mais c'était un réel échange dans le sens où nos guides étaient leurs amis. Et donc c'était vraiment, c'était 2 personnes qui voyageaient avec un groupe d'Occidentaux qui se disaient, voilà, on arrive chez vous, est-ce qu'on peut venir manger chez vous aujourd'hui? On n'est pas du tout prévu dans votre programme. Et en fait, les gens étaient, mais ouais, putain, on t'a plus vu depuis des mois, bien sûr, reste. Et puis en fait, ils nous invitent comme si on était des invités, des vrais invités, quoi, tu vois. Donc cet accès, c'est le plus important. Okay. Et j'aspire vraiment à faire de plus en plus de reportages comme ça à l'avenir. Là, on va parler un peu plus matériel, mais sans citer forcément de matériel spécifique. Mais quand tu voyages, est-ce que tu voyages justement plus léger ou est-ce que tu essayes de
quand tu pars, tu te dis, OK, j'ai envie de faire ces photos-là, ces photos-là, ces photos-là. Je vais prendre autant de matériel et vraiment tout ça. Ou alors, est-ce que tu dis, en fait, je vais voyager avec déjà beaucoup. Ici, par exemple, la Mongolie, les gens qui peuvent aller sur ton compte Instagram peuvent voir encore les stories à la une et voir justement déjà le matériel pour vivre, les sacs de couchage, les couches que tu dois mettre sur toi, etc. Après, quelle place est-ce qu'il reste pour ton matériel? Comment est-ce que tu... Alors, la Mongolie, ça a été un enfer de logistique, hein, parce que... non, d'abord, rien que niveau matos, équipement, je devais être préparé à des températures extrêmes jusqu'à moins 50 degrés. Donc, déjà, comment est-ce que tu t'équipes là-dessus? Il me fallait des sacs de couchage. Parce qu'on aurait pu dormir potentiellement à la Belle Étoile. Donc, il fallait que j'ai un sac de couchage. Même mes bottes, quoi. Mes bottes ont pris la moitié de ma valise. Donc, l'aspect logistique de la Mongolie, c'était énorme. Donc, je suis parti avec Turkish Airlines et ils offrent 30 kilos de valise, heureusement. Parce que si c'était 20 ou 23, j'étais mort. Donc, moi, ma valise faisait 30,1 kilos. Elle était remplie, mais que de fringues et de matos d'hiver, quoi. Parce que tout prend de la place, tout est lourd, machin. Et puis après, j'avais mon sac à dos avec mon matos photo. Et là, vraiment, j'ai dû faire des choix parce que je crois que j'étais limité à 10 kilos. Bon, de toute façon, j'étais au-dessus, comme chaque fois. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien non plus de partir. D'habitude, je voyage toujours avec 2 boîtiers, 2 gros réflexes. Et là, je me dis, non, laisse tomber. Là, je vais en prendre qu'un cette fois-ci. Donc, je suis parti là, avec un boîtier, un réflexe. Je suis toujours sur des réflexes. Je ne suis pas encore en mirrorless. Donc, je suis parti avec un réflexe. Mes 3 zooms. Alors, est-ce que je suis parti avec des primes? Je suis même pas. Non, j'ai pas pris de prime. J'hésitais, hein, j'ai voulu prendre mon 85 et je l'ai pas pris finalement. Je savais que j'allais faire des portraits, puis je dis, mon 70-200 va me suffire. Donc, j'avais mon 14-24, 24-70, 70-200, un drone et mon petit Fuji X100 qui me lâche plus, quoi. Donc, j'avais quand même 2 boîtiers, mais vraiment, le matos pro, je n'avais vraiment qu'un seul boîtier, alors que d'habitude, je pars avec 2. Mais voilà, de manière générale, genre ici, la semaine prochaine, je vais en Grèce. Je sais que je vais partir, à mon avis, qu'avec mon Fuji. Peut-être un réflexe, mais vraiment, j'en doute. Voilà, ça dépend. Sauf si, entre-temps, je trouve un job là-bas sur place. Oui, si j'ai vraiment un job sur place, il faut que je parte avec le vrai matos. Mais genre ici, ouais, il y a 2 semaines, j'étais à New York. J'avais que mon Fuji sur moi parce que c'était un bonheur d'avoir acheté. Pour juste terminer l'interview, est-ce que tu as des photographes à nous recommander ou même un docu sur un photographe, etc. C'est pas forcément dans le milieu du voyage, mais... Alors, un photographe, un Belge du coup? Ça peut être n'importe qui, vraiment. Tu pourrais me dire un photographe qui fait un truc qui n'a rien à voir avec ce que toi tu aimes. Ça peut être un photographe de mode, je sais que tu admires des photographes de mode aussi. Ouais. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Et francophone ou même pas? Peu importe. Ok, alors tu me parles de la mode et donc du coup je vais te dire une référence que j'adore absolument. Il a mon âge, beaucoup plus talentueux et connu que moi. Il s'appelle Bastian Wout. Je suis pas sûr de la prononciation, il est hollandais. Donc photographe de mode, il a sorti notamment un bouquin, mais une pépite, vraiment, je suis rarement tombé en amour autant avec un bouquin. Il s'appelle Peak. Il a déjà sorti il y a 3-4 ans maintenant. Donc à la base, c'est un photographe de mode, comme j'ai dit. Il shoot tout au moyen format, que du noir et blanc. Et Peak, en fait, il est parti au Népal avec son moyen format et il a fait du documentaire en noir et blanc au moyen format. C'est ça. Incroyable. Vraiment, Peak de Bastian Wout. Vraiment, s'il existe encore, s'il est encore trouvable, allez l'acheter. Donc lui, je le conseille. Je vais conseiller qui? Dans les contemporains, parce que les vieux, on les connaît. Enfin, je suis fan, mais ça ne sert à rien de citer les légendes. Je vais vous dire Arnaud Montagard, qui est un photographe français qui vit à New York, qui a des bonnes grosses inspirations, des maîtres type William Eggleston, Joel Meyerowitz et surtout Edward Hopper qui est le maître de la peinture. Il joue avec les lumières, enfin c'est ouf. Vraiment Arnaud Montagard, je conseille. Et un troisième peut-être, allez, je veux dire mon pote Jonathan Bertin parce qu'il est quand même balèze. Tu connais Jonathan Bertin? Je connais je ne le connais pas personnellement, mais je connais son travail. On a des chroniqueurs qui est fan de lui. Ouais. Ici, Valentine derrière la caméra qui a son livre aussi dans son salon. Donc, ouais, voilà. Petite dédicace à John. Très, très connu et très intéressant. Là, je refais encore un truc en plus, une parenthèse que je rouvre, mais sur l'expo que tu as fait récemment au Guillemin, au smartphone. Lui qui est justement aussi avec Samsung, qui travaille aussi avec Samsung, mais qui du coup a un compte Instagram juste au smartphone. C'est vrai, je savais même pas qu'il avait un compte Insta. Je pense qu'il a un compte juste il a des comptes d'inspiration, mais il a aussi, je pense, un compte j'irai voir. Juste au smartphone. Non, c'est impressionnant ce qu'il fait. Ce qu'il sort avec son smartphone, c'est impressionnant. Même toi, ce que tu as fait, le défi de déjà photographier à Liège, c'est un truc que tu n'as plus l'habitude de faire, je pense. Et déjà, j'étais pas chaud de le faire. Non, j'adorais le concept, mais quand on a le brief avec les agences et machin, je dis, vous vous rendez pas compte à quel point Liège est mort pour le moment. Avec les travaux,
vous imaginez pas le défi de fou que c'est. Si vous m'avez dit shoot Bruxelles ou Anvers, ça aurait été 1000 fois plus facile. Mais vraiment, le challenge que c'était de shooter à Liège en une nuit, et que ce soit imprimé en plein hiver, et pour que ce soit... Oh, putain, c'était tellement de pression. Vraiment, je me chiais dessus 1 heure avant le truc. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce... J'avais aucune idée. Je savais pas du tout ce que j'allais shooter. Heureusement, j'étais parti avec quelques LED, etc. dans le sac à dos pour dire, si jamais je trouve rien, j'ai quelques lumières d'ambiance pour créer. J'avais une fog machine aussi que j'avais été loué. Mais non, je suis super content de ce shoot, c'était bien. Bah, trop chouette. Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Donc ici, l'idée c'était de t'accueillir en hors-série avant le prochain live du Bistrot de la Photo qui lui sera consacré à la photographie de voyage justement. Ok. Donc tu pourras regarder l'émission. Je regarderai, un grand plaisir. Donc voilà, on mettra du coup tous les liens pour retrouver ton travail en description de la vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo où je gère le truc sur YouTube, donc je trouve le vocabulaire, etc. Également, les photographes que tu as recommandés, on mettra aussi leurs liens, on mettra aussi leur nom en dessous pour créditer un maximum de personnes. Ouais. Et voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Un vrai plaisir de t'accueillir ici. Non, c'était un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu et j'espère à la prochaine. Ça va quand vous voulez. Merci beaucoup, c'est super gentil. Avec plaisir.